Tout a commencé par un rêve fou, un rêve qui semblait impossible à réaliser à l'époque. Une idée audacieuse d'unir le monde grâce au football, de rassembler des peuples de tous horizons autour d'un même ballon. Dans les années 1920, il n'y avait pas de tournoi mondial de football. Les frontières semblaient infranchissables et le sport restait local. Les Jeux Olympiques offraient un avant-goût, mais ce n'était pas suffisant pour satisfaire la passion grandissante des fans. Jules Rimet, le président de la FIFA, a imaginé un championnat du monde ouvert à toutes les nations, grandes ou petites, sans distinction. C'était un acte de foi, accueilli avec scepticisme et parfois même moquerie par certains. Les voyages intercontinentaux étaient épuisants, longs et incertains, et le football professionnel était encore nouveau. De nombreuses nations européennes ont douté de l'idée, la jugeant trop coûteuse et ambitieuse. Mais Rimet était implacable, convaincu que le football pouvait franchir toutes les barrières. Il voyait un trophée attendant d'être soulevé par les meilleurs du monde, symbole d'unité et de gloire. Le rêve avait besoin d'un foyer, d'un lieu où il pourrait prendre vie. L'Uruguay, célébrant son centenaire et ses triomphes olympiques, a fait une offre irrésistible, payer les voyages des équipes et construire un nouveau stade. La FIFA a accepté, ouvrant la voie à l'histoire. Le décor était planté. Montevideo allait devenir le centre du monde du football. En 1930, la première Coupe du Monde de la FIFA est née, marquant un tournant dans l'histoire du sport. Seulement 13 équipes ont fait le voyage, seulement 4 d'Europe, mais toutes partagèrent la même ambition. Ce fut un début modeste, mais ces équipes étaient des pionnières, prêtes à écrire l'histoire. Elles ont traversé les océans, convergeant vers Montevideo avec l'espoir au cœur et la fierté de représenter leur pays. Elles écrivaient le premier chapitre d'une histoire qui allait captiver le monde entier, génération après génération. Le ballon était sur le point de rouler à l'échelle mondiale, prêt à faire vibrer des millions de cœurs. Le voyage de la Coupe du Monde avait commencé, alimenté par la vision, le courage et la conviction que le football pouvait unir les nations, au-delà des frontières et des différences. Contre toute attente, le rêve est devenu réalité, sous les yeux émerveillés du monde entier. Le monde ne serait plus jamais le même. Le football venait de franchir une étape décisive. La scène était prête pour la naissance de légendes, pour des exploits qui allaient traverser les âges. Et ainsi, la plus grande histoire du football a commencé, portée par la passion, l'audace et l'espoir de tout un monde. Montevideo, juillet 1930. La ville bourdonnait d'anticipation, vibrante d'une énergie nouvelle. Les rues étaient animées, les conversations tournaient toutes autour d'un seul sujet, le football. L'Uruguay a construit l'Estadio Centenario en seulement 9 mois, un monument à la promesse du football, symbole d'un pays prêt à accueillir le monde entier. Les premiers matchs ont été joués ailleurs, sur des terrains temporaires, mais le stade était enfin prêt pour l'acte final tant attendu. Les équipes européennes sont arrivées après un long voyage en mer, des outsiders dans une affaire sud-américaine, porteurs d'espoir et de curiosité. Le Français Lucien Laurent a marqué le tout premier but de la Coupe du Monde, un moment pour l'éternité, gravé dans l'histoire du sport. L'Uruguay et l'Argentine, féroces rivaux, ont balayé tous les challengers pour organiser une finale de rêve, une confrontation attendue par tous. La ville était une mer de bleu ciel et de blanc. Les tensions montaient, chaque coin de rue résonnait de chants et de prières. L'arbitre a exigé une escorte policière et une assurance vie avant d'accepter d'officier, conscient de la pression et de l'enjeu historique. La finale fut un classique. L'Uruguay a pris l'avantage, l'Argentine a pris le dessus. Mais l'Uruguay a rugi en retour, offrant un spectacle inoubliable. 3 buts en deuxième mi-temps ont scellé une victoire 4-2 pour les hôtes, déclenchant une euphorie sans précédent. Montevideo a éclaté de joie. La fête a envahi la ville jusque tard dans la nuit. Jules Rimet a remis le trophée au capitaine uruguayen José Nasasi. La légende avait commencé, et un rêve mondial venait de naître. La magie de la Coupe du Monde était réelle, née dans une ville portée par un rêve collectif et une passion sans limite. La plus grande scène du football était arrivée, et rien ne serait plus jamais comme avant. La graine plantée en Uruguay a donné naissance à un phénomène mondial. En 1934, la Coupe du Monde a introduit les qualifications. 32 nations se sont inscrites, 16 ont atteint les finales. L'ère d'après-guerre a apporté la télévision, transformant le football en une expérience mondiale partagée. La magie de Pelé, la controverse de l'Angleterre, le brio du Brésil, désormais vu par des millions. En 1982, le tournoi s'est étendu à 24 équipes, ouvrant les portes à l'Afrique, à l'Asie et à l'Amérique du Nord.
le Cameroun et l'Algérie ont prouvé que des nations plus petites pouvaient défier les géants. En 1998, le tableau est passé à 32, faisant de la Coupe du Monde le plus grand événement sportif de la planète. Chaque continent était représenté. Le drame et la diversité montaient en flèche. D'un petit rassemblement, la Coupe du Monde est devenue un festival mondial d'un mois. Le rêve du football était devenu l'obsession du monde. Certaines victoires définissent une nation, marquant à jamais la mémoire collective. Certaines défaites, elles, la hantent à jamais, devenant des cicatrices profondes. Le cœur brisé du Brésil, le Maracanazo, est survenu en 1950, lors d'un événement inoubliable. Le stade Maracanã, construit pour 200 000 spectateurs, était prêt pour un couronnement historique. Le Brésil n'avait besoin que d'un match nul contre l'Uruguay pour tout gagner, la coupe à portée de main. La nation a célébré trop tôt. Des éditions de la victoire imprimées, des discours préparés, la fête anticipée. Le Brésil a marqué le premier. La fête a commencé, l'espoir envahissant tout le pays. Mais l'Uruguay, mené par le capitaine Obdulio Varela, a refusé de capituler. Chafino a égalisé, changeant l'atmosphère. Le stade est devenu silencieux, l'inquiétude remplaçant la joie. Puis, à 11 minutes de la fin, Guigia a trouvé une brèche et a marqué le but décisif. Le Maracanã a été plongé dans un silence stupéfait. Le Brésil a perdu, l'inimaginable s'est produit. La tragédie nationale était totale, un choc partagé par des millions de Brésiliens. Guigia a dit plus tard « Seules 3 personnes ont fait taire le Maracanã, Frank Sinatra, le pape et moi. » Le Maracanazo est devenu un fantôme dans la psyché brésilienne, une blessure qui ne guérit jamais vraiment. Ce fut une leçon de fierté, de chagrin et de la magie imprévisible du football, où tout peut basculer. Le monde a appris qu'aucun scénario n'est jamais garanti, même pour les favoris. La plus grande scène du football peut briser les cœurs aussi facilement qu'elle couronne des héros, laissant des souvenirs impérissables. Les cicatrices de 1950 perdurent, rappelant à tous la fragilité des rêves les plus chers. France 1998 a célébré l'avenir multiculturel du football. L'équipe de France, noire, blanche, arabe, symbolisait une France nouvelle et unie. Menée par Zinedine Zidane, ils portaient les espoirs d'une nation. Leur parcours fut tendu, un drame en prolongation, des séances de tir au but et un retour contre la Croatie. En finale, Ronaldo du Brésil a subi un mystérieux épisode d'avant-match. Zidane s'est montré à la hauteur, marquant 2 buts de la tête avant la mi-temps. La France a remporté une victoire 3-0. Les Champs-Élysées ont explosé de joie. Ce fut plus qu'un triomphe footballistique. Ce fut une victoire pour une nouvelle identité française. La nation a trouvé l'unité et la fierté sur la plus grande scène du football. Zidane est devenu un héros national. Le moment de gloire de la France était complet. La Coupe du Monde 2010 était le moment de l'Afrique. L'Afrique du Sud a accueilli le monde avec des vuvuzelas et des célébrations vibrantes. Le ballon Jabulani a ajouté du chaos et de l'imprévisibilité. L'Espagne, avec son style tiki-taka, s'est distinguée, des passes incessantes, un contrôle patient. Ils ont gagné chaque match à élimination directe 1-0, étouffant leurs adversaires avec la possession. La finale contre les Pays-Bas fut brutale et tendue. En prolongation, Iniesta a marqué le but vainqueur. L'Espagne, longtemps sous-performante, était enfin championne du monde. Afrique du Sud 2010 fut une célébration de l'espoir, de l'unité et du pouvoir inspirant du football. Une génération dorée a connu son apogée. Le Qatar 2022 fut un tournoi de première et de controverses. La première Coupe du Monde dans le monde arabe, jouée en hiver, a livré du drame et des surprises. L'Arabie Saoudite a stupéfié l'Argentine, le Japon a renversé l'Allemagne et l'Espagne. Le Maroc est devenu la première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales. Mais le cœur du tournoi était la quête finale de Lionel Messi. Après une défaite d'ouverture, Messi a inspiré l'Argentine jusqu'en finale. La finale contre la France fut épique. L'Argentine menait, Mbappé a riposté et le match est allé au tir au but. L'Argentine a triomphé. Messi a enfin soulevé le trophée. Qatar 2022 fut une histoire de rédemption, de nouveaux héros et de la magie intemporelle du football. Messi a complété son héritage. La Coupe du Monde ne s'arrête jamais. La technologie VAR, l'expansion mondiale,
le football évolue avec son temps. En 2026, 48 équipes s'affronteront aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Plus de nations, plus d'histoire, mais de nouveaux défis pour la FIFA. La Coupe du Monde est plus qu'un tournoi. C'est une saga mondiale, unissant des milliards dans la joie et le chagrin. Son pouvoir d'inspirer perdure. L'histoire continue, avec de nouveaux chapitres qui attendent de se dérouler. Le rêve perdure. L'expansion amplifiera-t-elle la magie, ou mettra-t-elle son âme à l'épreuve ?